Bonjour à tous. Maintenant, c'est Benjamin qui va nous présenter l'accessibilité, le bon, le but et la solution. Eh bien, bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, je suis Benjamin. Donc, un petit peu sur moi. Donc, je suis QA depuis 3 ans. Je travaille chez Atineos depuis 2 ans. Et comme vous allez le voir dans les slides, je suis très fan de Canard. Ça me semble important de dire pourquoi déjà j'ai choisi ce sujet. Donc, c'est un sujet personnellement qui me passionne depuis très longtemps. J'ai des proches en fait qui sont directement affectés par ce sujet, et ça me semble important aujourd'hui en tout cas de prendre en considération ces personnes et l'accessibilité. Et un petit mot sur Atineos, donc l'entreprise pour qui je travaille. Donc c'est une ESN juste à côté. Et cette entreprise, elle marche bien pour ce genre de sujet aussi, parce que elle met en place beaucoup de démarches en fait de diversité et d'inclusivité. Donc c'est cohérent. Juste un petit disclaimer pour commencer. Donc on va parler de l'accessibilité web pour les personnes ayant des handicaps. Donc on va pas parler en fait de l'accessibilité web dans le sens les zones rurales qui n'ont pas d'accès à Internet. C'est pas le sujet ici, bien que c'est aussi un sujet. Il n'y aura pas de code. Et vraiment, l'objectif ici, ça va être de vous donner quelques bases, vous sensibiliser un tout petit peu sur le sujet pour que vous puissiez être sensibilisé. Enfin, vous lancez vous aussi en fait sur ce sujet. Donc on va passer par le bon, le but et enfin les solutions qu'on peut avoir sur ce sujet. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un handicap? C'est quand on a certaines choses qu'on ne peut pas forcément faire dues à des contraintes physiques, cognitives ou autres. Donc les handicaps en fait, qui sont principalement affectés par l'utilisation du web, ça va être les handicaps visuels, donc les personnes aveugles, malvoyantes, les handicaps moteurs, donc toutes les personnes qui ne vont pas forcément pouvoir utiliser par exemple une souris. C'est pas forcément et les handicaps, c'est pas forcément quelque chose de fini, ça peut être temporaire. Par exemple, on a un bras dans le plâtre, on peut pas utiliser sa souris, donc on a aussi un handicap en fait de façon temporaire. Et ça va aussi être les handicaps cognitifs qui vont être affectés par tous ces sujets, parce que ça va être tout ce qui est troubles de l'attention, par exemple, ou même les personnes qui peuvent être sur un spectre autistique, qui vont avoir quelques difficultés avec certaines situations dont ils peuvent faire face en fait sur le web. Et l'accessibilité, c'est quoi en fait? C'est dans le sens web en tout cas, c'est rendre un site accessible, c'est faire en sorte que toutes les personnes en situation de handicap puissent utiliser pleinement en fait le site. Le principe dans le web se résume en fait en 4 points: le perceptible, l'utilisable, le compréhensible et robuste. Donc on va parcourir ces quelques points et quelques exemples pour un peu concrétiser, pour que vous ayez une idée de ce que ça peut être. Donc tout d'abord le côté perceptible. Donc ce qu'on va pouvoir faire en fait pour ce côté-là, ça va être tous les problèmes de visualisation. Donc typiquement, ce qu'on va essayer de faire, ça va être adapter notre site aux liseuses. Donc une liseuse, en fait, c'est quelque chose qui va réinterpréter le contenu du site pour le retranscrire sur une autre forme. Donc typiquement, ça va être par exemple les liseuses braille. Donc c'est quelque chose qui se branche sur le clavier et qui va venir interpréter le site en braille. Ou les liseuses plus classiques, donc plus connues, on va dire, vocales, donc comme VoiceOver, ce genre de choses qui vont lire le contenu. Sur ce point, c'est important d'utiliser de grands caractères, parce que si c'est petit, on va pas forcément. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à lire. Sur les contenus type vidéo ou audio, pour les personnes qui sont malentendantes, faut mettre des transcriptions, des sous-titres, pour qu'ils puissent aussi profiter en fait de ce que vous leur proposez. Et respecter les contrastes de couleurs, donc ça va plutôt viser les personnes daltoniennes, afin qu'elles puissent voir en fait l'entièreté du contenu.
Oui, ça résume un peu. Pour montrer un petit peu, il y a ce genre d'outils en fait qui existent, qui vont permettre en fait de vérifier si notre charte graphique est suffisamment, s'il y a suffisamment de contraste entre le fond et l'écriture. Donc en fait, on va pouvoir se placer sur différents points et en fait regarder directement si le fond est suffisamment contrasté avec le reste pour que ce soit bien lisible. Donc il y a différentes notations liées à ça, mais j'y reviendrai plus tard. Et pour donner un exemple sur ce qui est le screen reader, donc on va utiliser un site que personne n'utilise, le site de la SNCF, qui est pas tout à fait optimisé pour le lecteur d'écran. Donc typiquement, en fait, quand on va venir faire une recherche, imaginons on veut aller sur Paris. Paris Gare du Nord, Isle de France. Train Transilien H Transilien Bread Metro 4 Metro 526353839435485485491302302N43. Bon, vous avez l'idée. Moi personnellement, j'ai pas tout compris de ce qu'il était en train de me dire sur Paris Gare du Nord. J'ai à peu près l'information, mais en fait, toute l'information qui est des différentes lignes de métro et autres transports qu'on peut avoir directement à cette gare, en fait, sont très mal retranscrits. Et en fait, ça rend inutilisable cette partie-là pour une personne qui va être juste avec un lecteur d'écran. Donc, il y a des moyens de faire ça mieux, et on va passer dessus. Hop. Le côté utilisable, donc c'est pour que chaque personne puisse utiliser en fait le site comme il le veut et peut. Donc typiquement, on doit pouvoir utiliser le site entièrement au clavier. On ne doit pas avoir d'obligation à utiliser le souris. Après, il y a quelques exceptions, mais dans la globalité, il faut qu'on puisse tout faire avec qu'un clavier. Il faut laisser l'utilisateur naviguer à son rythme. Donc tout ce qui est carrousel avec défilement automatique, par exemple, il faut bien penser à pouvoir mettre une pause dessus, ce genre de choses. Parce qu'il faut qu'on puisse laisser en fait à l'utilisateur de lire l'information comme il l'entend. Enfin, chacun a sa vitesse pour le faire. Typiquement aussi encore une fois sur le site de la SNCF, quand on essaye de prendre des billets, notre session elle est limitée dans le temps. C'est un problème parce que certaines personnes peuvent avoir besoin de plus de temps que la limite qu'on leur accorde. Éviter d'utiliser des flashs lumineux. Donc ce serait dommage de causer des crises d'épilepsie à vos utilisateurs. Donc autant éviter. Dans l'idée, c'est 3 flashs lumineux par seconde qu'il faut éviter, mais il y a un outil qui existe pour vérifier que tout va bien, enfin en théorie. Et éviter la surcharge d'informations. Typiquement, s'il y a trop d'informations à l'écran, certains utilisateurs vont être perdus, vont pas savoir quoi remplir où, quand, et ça va être très compliqué pour eux. Donc, typiquement, ce genre de formulaire, je pense qu'on ne le voit pas très bien, mais on a l'idée. Il y a une multitude de champs partout. Et encore, celui-ci, il est à peu près structuré, mais ça peut rendre déjà compliqué pour certaines personnes. Le fait d'avoir des champs à gauche et à droite en même temps, c'est une très mauvaise pratique. Il faut que tout soit aligné. En fait, les formulaires doivent être en vertical. Une ligne, un champ. Il y a ce genre de choses qui sont à faire. Et encore une fois, on va passer sur l'autre site de la SNCF, mais pour du bien, ce coup-ci. Parce que tout simplement, en fait, c'est l'exemple du carrousel. Donc si on attend un petit peu, ça va passer à l'image suivante. Donc ils ont eu la bonne idée de mettre du coup un bouton pause. On a un peu de mal à voir, mais il y a un bouton pause. Et on peut venir en fait changer les slides, enfin les images à notre rythme. Ça nous permet du coup, ce côté, on a notre rythme pour faire ce qu'on veut sur le site. Et où est ma souris? Yeah. Tac. Le côté compréhensible, donc faut qu'on ait quand il y a des messages d'erreur, que ce soit clair, que l'on comprenne ce qui ne va pas, pourquoi, et est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ou ça vient du service. Faut qu'il n'y ait pas de doute pour l'utilisateur sur ça. Rendre tout prévisible. Typiquement, quand on clique sur le bouton panier,
sur un site de commerce, je m'attends à ce que ça m'ouvre mon panier, pas que ça me ramène sur un produit spécifique, par exemple. Il faut que ce soit évident pour l'utilisateur ce qui va se passer quand il va cliquer sur quelque chose. Aussi, il est important d'expliquer le jargon quand c'est approprié. Donc, même sur des sites en interne, ça peut être intéressant d'avoir un glossaire, ce genre de choses, que quand on arrive typiquement dans une entreprise, on ne connaît pas forcément tout le jargon. Donc, ça peut être bien de l'expliquer pour que tout le monde en fait, soit sur la même ligne de compréhension de ce qui se passe. Oui, donc typiquement, on a tous, je pense, déjà vu un message d'erreur de ce style. Erreur, attention, il y a une erreur. Je ne sais pas pourquoi, super. Ce qui va un peu dans cette ligne aussi, c'est cet exemple sur un site que je vais vous montrer juste après, qui va montrer en fait comment on peut rendre l'information en fait plus claire aussi pour l'utilisateur. Donc typiquement dans l'exemple ici, en fait à gauche pour vous, oui, non, droite. Bref, le non accessible, en fait, l'information, elle n'est conviée que par la couleur et on ne comprend pas forcément ce que ça peut signifier. Alors que sur l'exemple accessible, on voit que celui du milieu, il n'est pas coché parce qu'il a été vu il y a 5 minutes. Il y a des exemples qui sont un peu plus concrets, typiquement pour la création de mots de passe. Donc là, ça va passer aussi sur le côté perceptible, où quand on va convier en fait, l'information que par la couleur, à gauche, on voit en fait ce qu'une personne non colorblind. Merci. Daltonienne va pouvoir voir. Donc on voit bien le vert, le rouge. Par contre, une personne daltonienne qui ne voit ni le vert ni le rouge, il ne sait pas ce qui se passe en fait. Genre, il y a une erreur. Déjà, il y a une erreur, je crois. Et il ne va pas comprendre ce qui ne va pas. Alors que dans l'exemple qu'il donne après, où c'est rendu justement accessible, on va voir que rien que rajouter une petite coche qui nous indique ça c'est bon, de mettre en dessous un message disant pourquoi ça ne va pas. Pareil, le logo point d'exclamation pour dire il y a un souci ici. En fait, c'est vraiment convier une information de plusieurs façons possibles pour que ce soit très clair pour l'utilisateur. Il n'a pas de doute de pourquoi ça ne va pas. Le dernier point qui est moins visuel, c'est rendre son site robuste. Donc c'est juste en fait qu'il soit correctement structuré. Il n'y a pas vraiment un exemple qu'on peut facilement montrer, bien que un site qui, je trouve, qui montre en fait ce qu'il ne faut absolument pas faire en fait en accessibilité, c'est ce site d'une Renault, où il nous montre en fait la voiture, tout ça. Et là, je vais essayer en fait de naviguer au clavier. En fait, là normalement, je suis dans un menu, mais on le voit pas du tout. Mais si j'appuie sur Entrée, en fait, on se rend compte que j'étais bien dans un menu et que j'ai pu en fait venir voir l'intérieur, mais je ne le voyais pas du tout où j'étais sur le site. Il n'y a aucun élément qui va nous montrer où en est la navigation au clavier. Alors que quand on va dans leur truc couleur, c'est pareil en fait. Je suis même sorti du site, mais en fait on ne voit jamais où on est. Et c'est vraiment du hasard. Genre là j'étais sur une autre couleur, je le voyais pas. Voilà, ne pas faire ce genre de choses. Et en plus, comme c'est que de l'animation, pareil, il y a certaines personnes, en fait, les liseuses de texte, les liseuses, elles savent pas quoi lire sur ce genre de choses. Heureusement, il y a des réglementations qui ont été rédigées. Je vais passer dessus après. Donc, il y en a une en fait au niveau mondial, le WCAG, et une au niveau national, la RGAA. Mais le site que je vous ai montré tout à l'heure, donc le Access Guide, va en fait venir résumer beaucoup de ces points sous des formes d'exemples, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure sur les codes couleurs, que la couleur ne doit pas être la seule à convier l'information. Et en fait, ils vont montrer plein d'exemples avec, typiquement, sur le problème que j'avais là sur le site de Renault, oui, en fait,
quand un élément est on focus, donc ça veut dire sélectionné au clavier en gros, je dois le voir pour savoir en fait qu'est-ce qui va se passer quand j'appuie sur la touche entrée. Donc ce qui est très bien sur ce site, c'est qu'ils vont venir montrer en fait plein d'exemples. Ils vont expliquer pourquoi c'est important, des exemples de mise en place, comment le tester. Ce qui est assez cool, parce que du coup, je suis dans la QA, du coup je sais comment tester les choses directement grâce à ce genre de choses aussi. Et en fait, c'est une très très bonne ressource pour les gros points en fait de l'accessibilité. Yes. Du coup, rapidement passer en fait sur la norme WCAG, donc la directive pour l'accessibilité des contenus numériques en français. Elle a été rédigée en fait par les mêmes personnes que le W3C. En fait, c'est le même organisme qui fait ça. Donc W3C, c'est ceux qui gèrent la conformité du HTML. Oui. Et en fait, ils ont rédigé un document qui est très précis sur ce sujet. En fait, on va voir tous les différents critères avec des solutions techniques. Pourquoi ça ne marche pas, dans quel cas on est dans des situations d'échec. Et j'ai trouvé récemment en fait ce petit document qui en gros rassemble en fait les éléments par points afin que ce soit beaucoup plus visuel pour un petit peu se donner une idée des différents thèmes qui sont abordés de façon plus précise. Et en fait, tout est résumé là. Et je trouve que ça peut être, pour essayer de trouver à peu près ce qu'on veut, ça peut être un bon départ. En France, du coup, le gouvernement français a fait quelque chose de très bien, pour le coup. C'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Sur ce référentiel, en fait, on va avoir, pareil que les deux sites précédents, étonnamment, une méthode technique qui va venir en fait nous décrire chacun des points qu'il y avait sur le WCAG et va nous donner des méthodologies de test très précises sur chacun des différents points. Donc on va pouvoir tester très précisément si ça va ou si cela ne va pas. Aussi, une ressource que nous donne en fait le gouvernement, c'est des kits d'audit pour faire des audits soi-même, un peu voir où on en est sur l'accessibilité sur notre site. Il y a plusieurs buts à rendre votre site accessible. Tout d'abord, il y a des contraintes légales. En France, en tout cas, depuis 2019, c'est passible d'une amende de 50 000 € d'amende dans le service public s'ils ne sont pas aux normes. Et pour les entreprises ayant beaucoup de chiffre d'affaires, je ne sais plus le nombre, désolé. Dans le privé, ça va devenir quelque chose d'obligatoire à partir de 2025 pour toutes les nouvelles créations. Et en fait, toutes les anciennes créations, tous les sites qui ont été faits avant 2025 auront jusqu'en 2030 pour être accessibles. Cependant, en fait, déjà aujourd'hui, il y a des choses qui sont obligatoires. C'est sur tous les sites français, on est censé avoir une déclaration d'accessibilité. Donc typiquement, petit exemple, encore une fois, tout à fait au hasard, le site de la FNAC, où, alors déjà, je dois beaucoup scroller parce que j'ai un plugin qui va mettre en avant en fait les résultats les plus accessibles d'abord. Donc, normalement, ce serait le premier choix. Mais là, typiquement, c'est un peu plus loin. Et encore une fois, en fait, grâce à ce plugin, je peux avoir accès directement aux déclarations d'accessibilité des sites français. Et en fait, cette déclaration d'accessibilité, qu'est-ce que c'est? C'est juste un document qui dit on sait quelle est notre situation en termes d'accessibilité, on sait où est-ce qu'on doit l'améliorer, et voici à peu près notre roadmap pour améliorer tout ça. Donc c'est des documents qui sont soit sous forme de PDF comme ça, soit ça peut être directement une page sur votre site. Les deux marchent très bien, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Ça sert aussi à améliorer le site de façon très globale.
Déjà parce que en fait Google, ça fait partie de ses critères dans le référencement. L'accessibilité est un point qu'il prend en compte. Donc plus vous êtes accessible, plus vous êtes haut dans le référencement. Il n'y a pas que ce critère, mais ça fait partie de leurs critères. Il ne faut pas le négliger pour autant. Ça va aussi faire en sorte que, de manière générale, en fait, si vous améliorez votre site pour les personnes en situation de handicap, ça ne va pas que aider ces personnes-là, ça aide tout le monde. Typiquement, sur l'exemple du mot de passe, c'est beaucoup plus clair, en fait, des champs qui étaient de couleurs différentes seulement. C'est beaucoup plus clair pour l'utilisateur derrière. Il sait ce qui ne va pas, et du coup, tous les utilisateurs comprennent mieux ce qui ne va pas. Aussi, ça va vous faire gagner, ça va surtout vous éviter des problèmes supplémentaires avec le support, des clients qui vont appeler le support, parce que je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde qui est dans le support, un client qui appelle pour demander « je ne comprends pas comment ça marche » ou « j'ai cliqué ici, ça n'a pas fait ce que je pensais, où est-ce que c'est ?» Si on est plus clair sur ce que l'on propose, forcément on va avoir moins ce genre d'appel. Ça ne va pas les éliminer, parce qu'il y a toujours un client qui va être perdu, mais quand même. Et surtout, en fait, ça va vous permettre de ramener la population qui est directement affectée par ces différents handicaps. Parce que du coup, si vous êtes imaginons le seul site d'e-commerce où les malvoyants peuvent l'utiliser correctement, les personnes malvoyantes vont venir sur votre site. Alors que s'ils ne peuvent pas utiliser votre site, ils ne peuvent pas venir. Ça ne sert à rien pour eux. Quelques chiffres quand même sur ce point. En fait, il y a plus de 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. 6% de la population mondiale ont un trouble auditif. 17% un trouble visuel. 2,6% un trouble cognitif. Et à peu près 1% de la population mondiale aurait besoin d'un fauteuil roulant. Ce qui n'est pas forcément représenté dans ces chiffres, c'est qu'on peut aussi avoir le cas de personnes qui sont plurihandicapées, qui ont des plurihandicaps, donc par exemple malvoyantes et sourdes. Forcément, c'est encore plus compliqué pour eux d'utiliser un site web correctement. Du coup, les solutions pour s'améliorer sur l'accessibilité, du coup, suivre en fait les chartes que je vous ai montrées, donc les directives, donc la RGAA, Access Guide, le WCAG, en fait, prendre conscience de tous ces points. Ça peut être intéressant. Du coup, là, c'est plus pour les utilisateurs. Ça va être, ils peuvent utiliser en fait des lecteurs d'écran. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le site de la SNCF. En fait, ils vont lire le contenu, le retranscrire de façon audio pour les personnes qui ne peuvent pas voir ou qui peuvent voir. Tout le monde peut l'utiliser. Ça ne vous empêche pas de l'utiliser. Donc là, typiquement dans les exemples, JAWS et NVDA qui sont des solutions qu'on peut avoir sur Windows. VoiceOver qui est la solution par défaut sur Mac. Narrator, la solution par défaut pour Windows, parce qu'il y en a une. Et Talkback qui est la solution pour Android sur les téléphones. Parce qu'en effet, l'accessibilité, c'est pas que des personnes qui vont être sur leur PC qui vont avoir ces problèmes, c'est aussi les personnes qui utilisent un téléphone. Parce que c'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on n'a pas le droit d'utiliser un téléphone. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider en fait sur la mise en place de cette accessibilité. Donc il y a dans mes exemples AxeCore, qui est une extension Chrome qu'on va juste venir en fait rajouter et qui va nous permettre de voir directement le niveau, typiquement. Si on vient ici dans le DevTool, et en fait ça se représente comme ceci. Et en fait ça va pouvoir faire des scans de la page et nous indiquer les points qui ne vont pas sur l'accessibilité. Et ce que lui n'est pas capable de détecter automatiquement, il va nous donner en fait une guideline de comment le tester. Il y a beaucoup de plugins dans le genre qui existent, mais celui-ci c'est le plus populaire. Aussi, si on veut juste se donner une idée en fait du niveau d'accessibilité de notre site, on peut tout simplement utiliser Google Lighthouse, qui inclut
dans le navigateur directement, on va pouvoir tester différentes catégories, dont l'accessibilité. Donc ça va nous donner un score sur ce point, quelques axes d'amélioration, mais c'est plus vague, enfin c'est moins précis et moins dense en information que ce que va nous donner des plugins spécialisés, on va dire. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un outil pour tester pour les flashs lumineux. Donc c'est un seul outil, enfin à ma connaissance, qui existe. Donc c'est PEAT, Photosensitive Epilepsy Analysis Tool, qui va, on va lui donner en fait un flux vidéo et il va pouvoir nous dire à quel moment il y a des risques de crise d'épilepsie pour les utilisateurs. Typiquement, dans l'exemple en fait qu'ils donnent sur leur site, c'est sur un épisode de Pokémon qui est assez connu. La première fois qu'il est passé au Japon, en fait, il a causé des crises d'épilepsie partout dans le pays. Parce qu'il y avait trop de flashs lumineux. Je ne vais pas vous le montrer pour des raisons évidentes. Et en fait, l'outil va nous montrer dans les petites parties rouges les zones à risque. Il y a plein de bons réflexes à prendre. Typiquement, ajouter dans votre HTML l'attribut ARIA Label. Comment ça fonctionne? C'est que les liseuses d'écran vont lire cet élément en priorité pour donner en fait l'information. Typiquement, une liseuse d'écran sur l'exemple que j'ai là va dire Send Duck Button. Et du coup, c'est très clair, c'est un bouton qui envoie un canard. Comme ça, c'est clair pour l'utilisateur directement. Réfléchir à la couleur, donc les contrastes de couleur tout de suite, pas voir ça une fois qu'il y a un utilisateur qui se plaint qui voit rien. Et la double iconographie, donc utiliser pas que la couleur pour transmettre une information. Avoir un site responsive, c'est aussi très important. C'est un point aussi pour l'accessibilité. Donc responsive, c'est que le site puisse s'adapter aux différentes tailles d'écran. Forcément, si on a une personne qui a besoin de énormément zoomer sur votre site, mais que quand il zoome, tous les éléments se superposent, il ne peut pas lire et ça ne l'a pas aidé en fait, de pouvoir zoomer. Donc pensez à au maximum aux tailles d'écran que tout le monde puisse utiliser correctement votre outil. Pensez à la navigation clavier, vous pouvez même le tester chez vous, vous avez tous un clavier. Donc il y a quelques réflexes à prendre. Ce n'est pas forcément évident d'utiliser que le clavier pour naviguer, c'est pas intuitif aux premiers abords, mais on s'y habitue assez facilement. Juste prendre le temps d'essayer un petit peu si au moins les différents éléments sont visibles pour tout le monde quand on survole quelque chose et que c'est clair en fait quand on utilise le clavier et que tout fonctionne. Essayez de voir aussi avec les lecteurs d'écran si votre site fonctionne, est correctement interprété. Donc tout le contenu est bien lisible, on comprend bien ce qu'on fait, ce qu'on voit. Et tester avec PA11 et 11Y et Lighthouse. Donc j'ai oublié d'en parler, excusez-moi. Dans les outils, donc oui, il y a SiteImprove qui en fait c'est juste directement un site. On va pouvoir mettre l'URL d'une autre et il va faire quelques tests d'accessibilité dessus et donner pareil des points d'amélioration là où il y a des problèmes, ce qu'il ne peut pas voir lui-même. C'est très semblable mais ça ne demande pas du coup d'aller sur le site et utiliser ces extensions. Et PA11Y c'est quelque chose qu'on peut intégrer en fait directement dans notre CI. Donc c'est quelque chose qu'on peut tourner en local sur sa machine avec un site et il va pareil en fait nous donner toutes les informations sur l'accessibilité, tester et l'avantage de ça c'est que du coup vous pouvez voir typiquement sur votre site au fur et à mesure des différentes améliorations que vous pouvez y faire directement une stat sur votre dashboard GitLab ou ce genre de choses. Ensuite, je voulais juste revenir sur quelques petits exemples d'autres façons en fait, de voir l'accessibilité. Donc, typiquement, sur le site d'Atineos, il y a une solution qui a été mise en place. Ça a été... Ah, il était déjà activé. Zut.
d'utiliser justement en fait un plugin qui va permettre en fait de venir moduler tous les différents points dont on peut avoir besoin. Donc typiquement, on peut directement changer les contrastes au besoin, surligner les liens, agrandir le texte, et en fait, ça va faire énormément du travail d'accessibilité dont on peut avoir besoin. Ce n'est pas une solution magique non plus. C'est juste quelque chose qui peut venir aider, surtout. Et ne faut pas juste se dire mon site n'est pas du tout accessible, je vais mettre ce plugin et tout va bien marcher. C'est pas forcément le cas. Il faut bien l'intégrer et faire les efforts soi-même. Ça permet d'avoir quelque chose de mieux encore. Ces notions d'accessibilité, en fait, elles ne s'arrêtent pas au monde du web. Dans le monde du jeu vidéo, par exemple, en fait, c'est un sujet qui commence à prendre beaucoup de place aussi. Typiquement, dans le Spider-Man qui est sorti il y a une semaine ou deux, ils ont fait un énorme effort sur l'accessibilité. Et là, sur leur site, en fait, ils ont recensé tous les différents points qu'ils ont mis en place pour améliorer ça. Donc, typiquement, on peut changer la vitesse du jeu, rajouter, faire que le jeu joue quasiment tout seul, qu'il n'y ait pas de vibration, qu'il y ait des sous-titres, ce genre de choses. Et un point que je trouve est assez impressionnant, c'est qu'ils ont prévu en fait que l'on puisse utiliser des lecteurs d'écran directement en fait dans le jeu. Je ne sais pas exactement la forme que ça va prendre, donc ça va être surtout pour tout le contenu textuel, mais déjà que tout ça puisse être fait, en fait, ça montre que si on peut le faire dans un jeu vidéo, on peut aussi le faire correctement, je pense, pour un site. Je voulais aussi passer rapidement en fait sur une autre variante, on va dire, du lecteur d'écran. On peut en fait intégrer directement ce genre de lecteur d'écran sur notre site. C'est une possibilité. Donc là, si je fais écouter. Accessibilité numérique. La mise en app. Bon, vous avez l'idée. Il va pouvoir lire en fait. Et moi, j'ai rien sur mon ordinateur. C'est vraiment le site qui m'a proposé ça. Pourquoi en fait c'est intéressant d'avoir ce genre d'option? C'est que tout simplement, imaginons on va dans une librairie, qu'il n'y a pas ou une bibliothèque plus, et qu'il n'y a pas d'outils en fait sur le PC, que c'est pas le nôtre. C'est bien en fait que les contenus on puisse quand même les utiliser si on est une personne malvoyante. Donc au final, essayer d'intégrer ce genre de choses, ça, là pour le coup, c'est beaucoup d'efforts pour intégrer lecteur d'écran correctement sur le site, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Et tout comme la qualité, en fait, l'accessibilité, c'est vraiment l'affaire de tout le monde pour la création d'un site. Donc que ce soit le développeur avec rajouter les bons attributs, les balises dans le code, le QA qui va venir tester l'accessibilité, remonter les problèmes qu'il peut y avoir, le produit qui va concevoir un produit qui est simple d'utilisation, clair d'utilisation, et le design, éviter les contrastes de couleurs. En fait, tout le monde participe à ce sujet. Ce n'est pas un sujet d'une seule personne. Je vous ai mis aussi quelques liens pour avoir plus d'informations. Les slides vous seront diffusés ultérieurement. Mais du coup, il y a des liens pour juste de la documentation, les outils que je vous ai montrés, il y en a quelques-uns là-dedans. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question. J'ai pas de doute, et on le voit là que c'est un sujet qui rentre chez les devs et dans les agences et les ESN. Moi, j'ai pas trouvé de solution encore aujourd'hui pour les contributeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va livrer une version 1, elle est clean, vous avez fait tout le taf, vous la laissez dans la main du client. Et aujourd'hui, je me pose la question j'aimerais avoir l'avis, de est-ce qu'il faut former les clients,
pour la contribution, je sais pas, c'est une fiche produit pour un e-commerce, un article de blog, ou est-ce qu'il faut contraindre, c'est-à-dire dans le CMS, dans la solution qu'on va apporter, en fait de contraindre sur oui, il faut une balise, faites attention au contraste, vous ne pouvez pas mettre ces couleurs, etc. J'aimerais avoir votre avis et votre ressenti là-dessus. Alors, moi, mon avis là-dessus, c'est plutôt de contraindre. Et de toute façon, on était libre de faire de l'accessibilité avant. C'est pas un nouveau sujet. Et pourtant, c'est que aujourd'hui, finalement, que ça commence à prendre de la place parce que commence à y avoir des répercussions légales. Donc moi, je suis plutôt de l'avis de contraindre. Essayer d'expliquer, bien sûr, pourquoi on contraint. C'est important, ce que ça peut leur apporter. Parce que forcément, qu'on va parler à des clients, un de leurs intérêts, ça va aussi être le côté financier. Leur dire qu'il y a des amendes à la clé, que ça va ramener plus d'utilisateurs parce que des personnes malvoyantes vont pouvoir l'utiliser, etc. etc. Leur montrer l'intérêt, mais les contraintes. Parce qu'ils ne vont pas forcément le faire par eux-mêmes. Et de toute façon, c'est une obligation légale, en fait. Après, sur certains points, on ne peut pas tout contraindre. Donc, c'est eux qui auront l'amende, au final. Bonjour. Moi, j'aimerais avoir des idées pour sensibiliser les gens, parce qu'en fait, quand on est le dernier arrivé dans la boîte, en fait, ça m'est déjà arrivé 2 fois récemment cette année d'être le dernier arrivé dans la boîte et que ce soit pas du tout un concern en fait l'accessibilité. Et en fait, comment faire pour sensibiliser les équipes, même quand on vient juste d'arriver, qu'on est junior, justement sur ça, sur l'accessibilité. Moi, j'arrive direct, je teste. La première chose que je fais, c'est que je teste. J'ai été sur 2 projets d'intranet cette année, et en fait, je teste la navigation au clavier, ça marche pas. Et en fait, les gens me disent oui, mais on n'a jamais eu de plainte. Et en fait, ils se cachent derrière ça. Et même si j'adore mes boîtes, c'est 2 boîtes où j'ai adoré travailler, mais ça me désespère en fait quand on me dit oui, mais en fait, on n'a jamais eu de plainte. C'est un intranet, donc au pire, si la personne n'a qu'un seul bras, quelqu'un utilisera le site pour elle. Ou des choses comme ça. Et en fait, des fois, c'est sur des intranets nationaux, quoi. Et en fait, on se dit, mais en fait, on n'a jamais eu de plainte. C'est juste que les gens, ils sont sans solution, en fait. Donc, ils savent même pas que c'est possible, en fait. En fait, le point de on s'en fiche tant qu'il n'y a pas de problème, en fait, ce qui est concerné par cette amende et les contraintes légales là-dessus, c'est aussi les sites intra, déjà. Donc en fait, c'est important que tous les sites intra soient aussi accessibles. Par contre, pour essayer de secouer, on va dire, un petit peu les personnes concernées, c'est malheureusement compliqué. Donc on peut leur parler, leur montrer des exemples. Et j'ai découvert très récemment qu'il y avait des solutions VR, en fait, où on va nous mettre dans la situation d'une personne avec tel ou tel handicap, donc plus les handicaps visuels de ce que j'ai pu voir. Et typiquement, essayer de organiser ce genre de test, ce genre d'expérience, ça peut peut-être sensibiliser ou tout simplement en fait, leur donner des exemples concrets, leur montrer, regardez, moi, j'arrive pas à l'utiliser, ou je vais essayer de le montrer à un de mes proches, ça n'a pas marché. C'est très compliqué de sensibiliser correctement sur le sujet quand on est face à des personnes qui ne comprennent pas du tout en fait, cette notion. Bonjour, merci pour la conférence, c'était très intéressant. J'ai peur de poser un peu la même question, mais récemment on a eu un problème. On a sorti un site pour une mairie, très joli et tout ça, et dès la charte graphique, personnellement j'ai remarqué que ça n'allait pas du tout. Bleu ciel et vert pomme, c'est très beau, mais bon voilà, il n'y a pas de contraste quoi. Et récemment ils sont revenus nous voir en disant alors oui, apparemment notre site n'est pas hyper accessible. Et c'est là que je voudrais poser la question. Comment faire, en fait, pour que le processus soit respecté par tout le monde? C'est-à-dire que moi, je ne veux pas bloquer la graphiste parce qu'effectivement, elle veut aussi se faire kiffer. Mais c'est-à-dire que je vois mal donner une maquette à un client en disant « c'est joli, vous êtes content » et ensuite leur dire « c'est bien, mais ça passe pas hein. ». Et c'est surtout qu'en fait, ils s'intéressent à l'accessibilité 6 mois après la sortie.
Et je trouve ça dommage, mais je sais pas trop quoi faire. Pareil, en tant que junior, je me vois mal intervenir en mode c'est beau, mais on passe pas à l'étape d'après parce que c'est nul. Bah, je pense, enfin, la réponse est un peu dure, mais il faut justement oser en fait leur dire assez tôt qu'il y a un problème. Au moins en fait leur annoncer ces couleurs-là en fait ça va pas pour telle ou telle raison. Leur montrer en fait typiquement sur le site que je vous ai montré par exemple que les contrastes de couleurs ne sont pas bons. Mais après, encore une fois, hein, c'est très compliqué quand on est face à des personnes qui n'y pensent pas dans un premier temps, essayer d'en parler, avec un peu de chance, être écouté. Mais toujours, je pense que le rappel de c'est obligatoire, il y a des amendes, c'est horrible que ce soit en fait quasiment le point de vente principal de l'accessibilité. Moi, ça me convient pas du tout. Ça devrait juste être, faut que ça marche pour tout le monde, point. Mais malheureusement, pour des décideurs, généralement, l'amende, ça marche bien. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, tu peux. Ok, non, c'est moi. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une méthode, on parle des contrastes, les écrans, etc. Est-ce qu'il y a des choses à prioriser? Est-ce qu'il y a une petite méthodo en fait? Parce que quand on arrive, on est nouveau dessus. Il y a en plus les développeurs qui vont nous aider. Comment on peut structurer un peu l'émission de chacun et prioriser simplement? En fait, pour le côté priorisation, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais en fait, il y a différents niveaux d'accessibilité qu'on peut atteindre, allant de A jusqu'à triple A. Et en fait, dans les méthodologies, alors je sais plus si sur la RGA, ils le montrent. C'est plus WCAG, je crois. Tu as niveau AA. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a différents critères qui sont jugés plus importants que d'autres, en fait, de façon très cadrée. Enfin, typiquement, c'est cool d'avoir des sous-titres déjà, mais le mieux, c'est encore d'avoir quelqu'un en langage des signes qui va réinterpréter. Mais c'est plus compliqué de mettre ça en place, donc on va prendre les solutions les plus simples, qui vont globaliser le plus de choses dans un premier temps. Et pas la RGA, mais il me semble que le WCAG montre en fait à côté de chacun des critères le niveau en fait de level A, et en fait ça peut donner une guideline. On commence par le A et on avance petit à petit pour arriver jusqu'au triple A en fait. On peut pas se dire on va viser le triple A tout de suite. On peut, mais ça va être très long. Mais là, en fait, ma question c'est plus, est-ce que dans ton quotidien, dans ton travail, est-ce que tu vas te dire je vais me focaliser d'abord sur le contraste, après sur la navigation clavier ou inversement? En fait, dans mon quotidien, j'ai tendance à tout de suite en fait venir tester la navigation clavier, parce que c'est ce qui va en fait être le plus rapide à tester. Bien sûr aussi, en fait, tout ce qui va être visuel, comme je suis voyant, c'est plus simple en fait pour moi de tester ça rapidement. La navigation clavier, pareil, je trouve que c'est quelque chose en fait qui peut se tester aussi assez rapidement. Par contre, tout ce qui est lecteur d'écran, c'est très long, très très long à tester, et c'est des outils où il faut quand même apprendre à les utiliser. Donc je dirais en fait la première chose à apprendre, c'est que ce côté des contrastes, de la double iconographie, en fait des choses qui sont très visuelles qu'on voit directement, et ensuite venir voir en fait des choses qui sont moins visibles pour nous, pour des personnes qui ne sont pas dans les situations de handicap. Ok, merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Tu as parlé plusieurs fois d'amendes qu'on pouvait donner s'il y avait un manque d'accessibilité. Ma question c'est, est-ce que, comme pour la CNIL au niveau des données, il y a un organisme qui vient auditer les sites qui peuvent manquer d'accessibilité et qui applique du coup ces différentes amendes? Alors, aujourd'hui, ça se fait sous forme de plainte, pour les sites, en tout cas du service public. C'est prévu en fait que d'ici 2025, il y ait bien un organisme qui va venir faire en fait de la vérification sur les différents sites, mais work in progress. Merci. Ouais.
questions? On est bon? Un énorme merci pour cette présentation.